Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 6e épisode de Code Fax depuis Bratislava. Avant de parler de l'équipe de Suisse, on va tout d'abord revenir sur le championnat de Suisse avec l'annonce de Bienne du transfert de Yannick Radgeb. Puis après, on revient alors dans le vif du sujet avec les deux matchs du week-end face à la Suède et la Russie, 2 défaites. On va revenir un petit peu sur ce qui a marché, sur ce qui a moins marché selon nous, avant le match contre la République tchèque qui aura lieu mardi, et on se projettera aussi sur le quart de finale qui aura lieu jeudi, probablement à Košice. Salut Greg. Salut Jean-Fred, on a la gueule de bois après ces 2 défaites ou bien? Ah, c'était impressionnant contre la Russie, hein. Autant la Suède, tu sentais que t'étais vraiment pas loin, autant la Russie, c'est un peu ce sentiment mitigé où tu te dis ouais. Mais avant ça, on va d'abord peut-être faire un petit détour par la Suisse, par chez vous, du coup, la majorité de nos auditeurs, hein, vu que Bienne nous a annoncé son traditionnel transfert pendant le championnat du monde. L'année passée, on se rappelle, c'était Damien Brunner le jour de la demi-finale Suisse-Canada, midi, on était tout tranquillement en train de se préparer, et bim, mais le mail qui nous annonce, ou le tweet, c'était à l'époque d'ailleurs, c'était pas un mail, qui nous annonce la venue de Brunner. Aujourd'hui, pas de match d'équipe de Suisse, donc je pense qu'ils sont plantés, hein. Normalement, ça nous embête les jours de match, ces histoires. Yannick Radgeb, 3 ans. Petite surprise, pas une surprise, c'était dans l'air, hein, on l'a écrit, ouais, j'avais écrit la semaine passée que c'était ou Bienne ou Lugano, selon moi. Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà signé, mais on m'a lancé Lugano dans le tas, c'est pas complètement impossible. Petite surprise quand même, hein, petite surprise parce que Bienne, dans l'imaginaire collectif, n'est pas encore une destination prisée, j'ai l'impression. Mm-hmm. On dit, Lugano, Zurich, Berne, et puis après, Lausanne, évidemment, mais ça, c'est pour la blague. Puis après, il y en a d'autres. Il y a les autres. Mais là, maintenant, Bienne, manifestement, ça devient en tout cas une destination, qui peut rivaliser avec d'autres, et donc aussi financièrement. Ouais, surtout qu'on parle d'un joueur qui a 24 ans. C'est jeune, hein. Autant Damien Brunner, on pouvait se dire oui, mais voilà. Kunti, pareil. Même si Kunti, il doit avoir 30 ans, donc. Oui. Mais des joueurs qui ont déjà une certaine de la bouteille et puis qui viennent après en se disant, bon, je me relance quelque part. Radgeb, honnêtement, à part le fait qu'il a tenté une année en Amérique du Nord, il a pas besoin de se relancer. Mais ce qui est drôle, c'est. Ah là, je suis pas d'accord avec toi. Là, on a Radgeb qui revient en Amérique du Nord, qui se fait virer l'équipe de Suisse après une semaine, alors que Glauser, Kreis et Yanis Moser continuent. On lui a dit, écoute, t'es gentil, mais comme ça, tu peux rentrer. Oui, mais on savait aussi que quand il revenait, il allait de toute façon commander un salaire relativement important. À tort ou à raison, mais il doit se relancer quand même, parce qu'au bout de ces 3 ans, il aura 27 ans, il se passe quoi derrière? C'est bien joli, avec tes 3 ans à peu importe quel salaire, mais on va faire une fourchette, c'est même une fourche à ce niveau-là, mais entre 350 et 600 000, vraiment aucune idée, mais ça sera plus proche de 600 que de 350, mais admettons par là au milieu, derrière il se passe quoi si t'as fait 3 saisons pourries ou non, il doit se relancer, il doit trouver une situation où il a l'impression qu'il va se relancer. On avait pas mal parlé des projets biennois qui fonctionnent, il y a eu Brunner, ils vont tenter, il y a eu Pouliot aussi, Ils vont tenter Kunti. Au bout d'un moment, ça fait pas mal de projets au même endroit. Jusqu'à quand ça peut tenir? Là, je pense que c'est une super chose. À part ça, attention, hein. Complètement, parce que on n'est pas sur un joueur comme on disait avec Brunner où c'était peut-être un peu comment dire. On disait il y a un certain âge. Là, c'est un projet, mais il a 24 ans, donc il peut encore vraiment beaucoup progresser. Mm-hmm. Et ça peut devenir ton défenseur numéro 1. Ça peut changer plein de choses si tout marche. Tu peux laisser un Salmela, tu peux gentiment lui dire, une fois que son contrat est terminé, écoute, merci, c'est pour tout ce que tu as fait, et prendre un défenseur étranger avec un autre profil, peut-être. Ou un attaquant. Ouais. Exactement. Donc, vraiment, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place avec cette acquisition. Et 3 ans, ça permet vraiment d'avoir une vision aussi à long terme et pour le club et pour lui. Après, je me dirais, un petit peu comme avec Jonas Hiller, je sais pas si c'est le fait de construire des appartements, des maisons dans la région bernoise, puis là, il construit visiblement dans le canton de Fribourg, ou en tout cas, avec sa copine, ils veulent rester. C'est un peu drôle de se dire, voilà. On va rester dans le coin, quoi. Je sais pas si c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule. Est-ce que tu choisis de rester dans l'endroit quand t'as signé tes 3 ans? Ou est-ce que tu signes 3 ans parce que pour Hiller et Fourer c'était dans l'autre sens? Là, je suis pas complètement sûr.
Là, mon avis, si tu veux t'établir sur le long terme à Lugano, c'est aussi possible. Il y a pas un projet qui est en place comme c'était le cas pour justement Hiller et Fourer. Par contre, ce que moi j'aime bien dans cette idée-là, c'est que sur sa deuxième saison à Fribourg, sur sa troisième saison à Fribourg, c'est la première de Mark French. Mm-hmm. Et là, on a vu une vraie progression sur la responsabilité défensive de Yannick Radgeb. On rappelle à la base, quand il était sur la glace, c'était 4 attaquants, un défenseur. C'était assez innovant d'avoir Radgeb qui jouait attaquant avec les 3 autres au lieu de jouer défenseur. Petit à petit, c'est devenu un défenseur quand même dominant, j'irais pas de loin, pas jusque là, mais il avait conscience du nom de son gardien tous les jours. Je veux dire, à Fribourg, des fois, tu changeais le gardien, tu mettais le deuxième, il savait pas Radgeb. Ah, bon, c'est toujours le même, quoi. Pas de problème, ça ne change pas. Là, à la fin, il disait, ben voilà, il y avait une prise de conscience défensive. Qu'est-ce que ça a changé une année en Amérique du Nord? J'ai aucune idée. Pareil. Par contre, d'avoir Antti Turmanen on a quand même souvent vanté la base défensive et la stabilité défensive de cette équipe de Bienne et un bon jeu tourné vers avec une transition rapide, ce que Radgeb sait très bien faire. Exactement. Je pense que dans le système biennois, ça peut pas être une mauvaise idée. À voir, mais il reste sur une saison vraiment difficile, où je crois qu'il en a vraiment souffert, et surtout mentalement, et voir, il va devoir recommencer, il va recommencer à zéro maintenant, Radgeb, après cet échec. Comment ça va se passer? Mais en tout cas, intéressant de suivre ce qui se passe à Bienne, où il y a 2-3 sous maintenant quand même, hein. Je pense que les déclarations de Villard qui dit, on n'est pas encore au niveau des clubs qui ont des grands budgets. Certes, mais l'écart est peut-être en train de se réduire. Là où on voit que Berne commence à envoyer moins de 500-600 000 à la tronche de tout le monde, les clubs d'en bas, c'est pas péjoratif, mais les clubs qui sont dans le tiers d'en dessous, on va dire, il y a toujours le tiers principal, le tiers 1, on va dire, dans lequel Zug maintenant est clairement implanté avec Berne, Zurich et Lugano. Après, il y a un tiers 2 où Bienne maintenant devient un des candidats au même titre que Lausanne. Et après, un peu tout le monde. Et puis après, il y a ça c'est un peu le ventre mou. Puis après, il y a un peu les moins riches, on va dire, entre les Rapperswil, les Langnau, etc. Ambry, même si l'année passée, mais oui, mais bien sûr que non. Ils sont quand même bien en dessous de ces clubs-là. Mais Bienne, maintenant, s'établit dans la foulée de ce top 4, financier. Voire top 5 si on y ajoute Lausanne, parce que moi je pense qu'ils sont quand même juste par là, ils sont vraiment entre deux actuellement, mais Bienne n'est pas loin. Bienne reprend presque finalement la position de Davos, un temps qui pouvait aussi se permettre des très bons salaires. Et on a l'impression que l'équipe des forces change un petit peu, hein. On a Zug qui monte, on a Lausanne qui monte en termes de salaire aussi, on a Bienne qui monte, et puis il y en a certains qui doivent reprendre du leadership, ou en tout cas retrouver des sous pour pouvoir remonter. Mais je pense que ça, de toute façon, ça améliore le niveau quand même du championnat de Suisse, hein, dans sa globalité. Bien sûr, on avait parlé dans un épisode, alors j'ai aucune idée à quelle date, mais d'un nivellement des valeurs par le haut dans ce championnat, avec justement tous ces clubs qui ont maintenant soit une infrastructure, soit des mécènes, soit des moyens financiers, peu importe comment, mais qui ont de l'argent qui est rentré. Et du coup, la compétitivité du championnat, comme tu dis très justement, elle est bien meilleure. Et on a vu l'année passée, tu peux pas te permettre d'avoir une saison compliquée. Zurich est passé par la fenêtre, Davos, qui a un historique d'en haut, est passé par la fenêtre. Alors, oui, il y a eu un changement de structure, j'ai l'impression là-haut, au-delà de Del Curto, qui fait qu'ils sont tombés un petit peu d'une classe financière, on va dire. Mais le top 9-10 peut légitimement prétendre à une demi-finale. Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Alors là, on est vraiment... ça va être hyper intéressant de voir le championnat l'année prochaine. Et tu disais avant pour Radgeb, dans le jeu d'Antti Turmanen, s'il y a peut-être un entraîneur qui peut à la fois lui donner de la liberté et à la fois peut-être le structurer encore un peu plus, comme Mark French avait réussi à le faire, en sachant l'utiliser de la meilleure des manières possibles, c'est tout bonus. Et franchement, quand on sait l'impact des situations spéciales, on se rappelle quand même de Yannick Radgeb à Fribourg, c'est vraiment quelqu'un qui peut t'amener plusieurs points durant la saison, parce que tout d'un coup, c'est cette situation en powerplay qui va débloquer la situation finale. Puis dans le doute, tu peux quand même organiser un petit dîner avec Jonas Siller durant l'été, comme ça ils font connaissance. Si durant la saison ils se rencontrent pas trop, parce que Radgeb il est de l'autre côté de la glace, ils se seront parlé une fois ou deux.
après Yannick Radgeb et cette petite incursion dans le championnat de National League, on revient à Bratislava où on a eu droit à 2 matchs d'un sacré niveau, je crois, ce week-end, samedi et dimanche, entre la Suède et la Russie. Ça s'est terminé par 0 point, malheureusement pour la Suisse, mais on peut quand même dire qu'on a vu une équipe de Suisse. On entend souvent parler de maturité, on entend souvent parler d'évolution. J'ai trouvé, en tout cas, le match contre la Suède, mais on va peut-être moins en parler, parce que le plus frais, c'est celui de la Russie, mais si on se rappelle un peu du week-end en général, c'était quand même bon contre la Suède, hein, et il a manqué de nouveau Bah justement, tu parles du mot maturité. Moi, c'est peut-être ça, justement, c'est cette maturité à très haut niveau qui a peut-être manqué, justement, surtout contre la Suède et dans une moindre mesure contre la Russie. Là où on a parlé justement d'une certaine forme de maturité sur le début du tournoi où t'as les petites équipes, tu sais que t'es la meilleure équipe, tu dois les battre, il y a pas de problème, et ça s'est bien passé. Là, ce genre de match-là, si vous avez lu n'importe quel journal ou site internet depuis samedi, tout le monde est revenu avec la même chose, les moments clés. Et parce que c'est là où ça s'est joué. L'équipe de Suisse mène 1-0 à la 18e. Tu te prends un petit but qui fait mal au lieu d'arriver à la pause à 0-1, t'es à 1-1, ça change le match. De 2-1 et 3-1, de 2-1 et 3-2, ils reviennent à 2-2 et 3-3. Et systématiquement derrière, moins de 2 minutes plus tard, il y a le but suivant des Suédois qui tombe. Malheureusement, c'est ces moments-là sur lesquels tu dois être capable de capitaliser, et l'équipe de Suisse en a pas été capable, parce que justement, il y a encore ce manque d'expérience à ce niveau-là, parce que la Suède en face, ils laissent rien passer, ils ont rien laissé passer sur ce match-là. Là, encore une fois, je mets les Russes de côté parce que c'était encore un autre animal, ce match-là. Mais contre la Suède, ouais, il a manqué vraiment finalement pas grand-chose. Et je pense que c'est une étape assez intéressante dans le développement et dans la progression de cette équipe de Suisse. Pas forcément seulement à court terme pour ce championnat du monde, mais si on se projette même jusqu'à l'année prochaine, jouer ce genre de match et être les yeux dans les yeux avec une équipe comme la Suède, qui a quand même, c'est pas la Mannschaft. Je veux dire, il y a pas de superstar, mais t'as quand même William Nylander, t'as quand même Landeskog, t'as Elias Pettersson. Il y a 2-3 vrais bons joueurs, quoi. Ouais. Et face à cette équipe-là, t'es les yeux dans les yeux pendant tout le match, finalement, parce qu'à la fin du match, il y a finalement que 4-3. Et c'est formateur pour la suite, à mon avis. Je sais pas si la comparaison, elle fonctionne, mais je me demande en t'écoutant si on n'est pas sur comme quand on parlait de Berne en finale du championnat, on disait la culture de la gagne. Et puis, les autres équipes, elles arrivent à être très proches, puis finalement, il manque un tout petit step. Il manque pas, c'est pas une immense marche à gravir, c'est vraiment des détails. Et voilà, il y a peut-être encore ça pour l'équipe de Suisse à apprendre. À Copenhague, on a vu qu'ils étaient arrivés à le faire à 2 reprises. Mm-hmm. En tout cas, pour moi, c'est surtout dans les quarts de finale et en demi-finale. Puis en finale, il a juste manqué quelques centimètres à Kevin Fiala. On va en parler, encore. Voilà. Ça fait une année, on en parle encore dans chaque épisode. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fasse une psychanalyse ou quelque chose, ou une séance d'hypnose pour oublier ça, parce que on change le disque. Quand tu vois que nous on en reparle encore, j'espère que les joueurs ils arrivent à passer à autre chose, parce que ça doit vraiment pas être simple. On en a parlé avec Hoffman, t'en as parlé avec Gaëtan Haas, avec Romagnosi l'autre jour aussi, et il a dit non, j'y pense encore maintenant. Mm-hmm. Donc c'est pas forcément un traumatisme parce qu'ils ont l'habitude de passer à autre chose, de faire des resets, mais là ça te marque parce que tu sens à quel point t'étais proche. Et contre la Suède, là de nouveau, tu te dis mais vraiment c'est pas loin. Contre les Russes, c'était différent parce que t'es à la fois proche puis à la fois pas si proche que ça. Puis tu sais que si les situations spéciales avaient marché un peu mieux, il y aurait eu un autre match, mais enfin on va pas faire avec des si. L'équilibre des forces avec la Russie, c'est vraiment ce que la Suisse a peut-être vécu face à des équipes un petit peu moins fortes durant ce tour de qualification. En gros, la Suisse avait jamais vraiment été en danger, que ce soit contre l'Autriche, contre la Norvège, je parle même pas de l'Italie. Mm-hmm. La Lettonie, c'est encore un poil différent, mais ces équipes-là, là, la Russie, elle a pas été en danger contre la Suisse. Elle a mis son premier but. Elle a pas trop tremblé jusqu'au 2-0. Il y a Ischier qui fait n'importe quoi, qui prend ses 2 minutes. Dans la foulée, la Suisse a 1 ou 2 occasions, c'est clair. S'ils mettent le 2-1, tu sais jamais ce qui se passe. Mais au bout du compte, ils l'ont jamais mis. Puis les Russes, ils ont même pas laissé la Suisse faire son push en fin de match. 3-0, tu sais ça.
Mais ça me fait penser, quand tu parles d'Ischier aussi, s'il y a une histoire racontée autour de ces deux matchs, est-ce qu'on peut dire qu'on a encensé Ischier? On a en tout cas vraiment mis en avant, à juste titre aussi, qu'après 4 matchs, contre les équipes dites plus faibles, il avait 7 points. On se dit, voilà, on n'oublie pas que ça faisait ses 4 premiers matchs de championnat du monde. Et puis, contre la Suède, il est catastrophique. Tu as mis 2 étoiles. J'étais gentil, honnêtement. Voilà. En y repensant, je lui mets 2 étoiles sur le site du matin. Je pense que je lui mets 2. Mais parce qu'il a aussi parce qu'il fait globalement un bon mondial. Et je me dis, c'est un peu facile. Si, au premier match un peu à travers, tu lui fous 1, ça fait, je sais pas. Je pense que c'est pondéré par son début de tournoi. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon ou pas, je sais pas, mais je pense que c'est la réflexion derrière. Ah, tout à fait. La réflexion, elle est même bonne. Il a quand même droit à certains égards, compte tenu des performances qu'il fait avant. Il n'y a pas de problème. Mais si on prend de manière très, on va dire très prosaïque, très sèche, ce match-là, c'est une catastrophe. Alors, il fait un -3, on va pas se mettre à dos les gens des statistiques avancées, mais pour le coup, il faut juste voir les buts. C'était vraiment, c'est ça. Et tu l'as bien détaillé. Il y a notamment 2 buts où, en tant que centre, et qui est pourtant un centre, Nico Hischier, qui est très à l'aise dans le travail défensif. C'est vraiment un truc. Il serait pas numéro 1 de la draft s'il était pas bon au niveau du travail défensif. Mais là, il est complètement à la ramasse. Une fois à 5 contre 5, une fois à 4 contre 4, ouais. Et contre la Russie, il a pas été dominant, quoi. Et de la part d'un joueur comme ça, alors il y a de la jeunesse, mais tu t'attends quand même, tu te dis tiens, une grande scène pour lui. Il a quand même l'habitude en NHL. Là, normalement, il devrait être capable d'être vraiment au niveau. Et c'est Gaëtan Haas, notamment contre la Suède, qui a crevé l'écran, on va dire. Ouais, il était tellement fort. Pour peu qu'on ne connaisse pas Gaëtan Haas, mais nous, c'est quand même assez impressionnant de voir que contre la Suède, tout d'un coup, lui, il est monté d'un cran. Encore son niveau de jeu. Mais je pense que si t'es observateur suédois de ce match, tu t'attends justement à Hischier, tu t'attends à Fiala, mais tu t'attends pas à Gaëtan Haas. Parce que tu dis crever l'écran au niveau international. Bien sûr, il est connu, ça fait quand même 5-6 ans qu'il est régulièrement en équipe de Suisse, il a fait plusieurs championnats du monde. Mais tu t'attends pas à ce que ce soit Gaëtan Haas le détonateur de cette équipe de Suisse, ça l'a été, il a été excellent. Mais oui, pour revenir à Hischier, c'est nouveau pour lui finalement. D'être leader d'une équipe, non, il l'est depuis toujours. Par contre, d'être leader de l'équipe A de l'équipe de Suisse, c'est quand même encore une autre étape. Et en NHL, c'est pas le leader de l'équipe, c'est un des joueurs dominants, mais il y a des leaders dans cette équipe. Là, on lui demande peut-être de l'être, ou on attend qu'il le soit. Mm-hmm. Il est centre de première ligne, il joue sur la ligne qui est censée débloquer les situations. Ça se passe très bien contre les petites nations, mais là, les grosses nations, elles ont aussi un plan de match qui va être prévu contre cette ligne-là qui marche terriblement bien. Et ça a été compliqué durant toutes ces 2 rencontres. Après, est-ce que c'est grave? Ça l'est pas du tout. On parlait de formation avant ces 2 défaites, elles étaient formatrices. Je pense qu'elles le sont aussi pour un Nico Hischier qui apprend beaucoup, à mon avis, en ce moment. J'espère que contre les Tchèques, on reverra le Nico Hischier du début de tournoi et que ça lui permettra là tout d'un coup de se dire ok, j'ai 2 matchs qui étaient compliqués parce que là il y a pas d'hésitation, on a besoin d'un Nico Hischier en forme, un Nico Hischier qui est responsable, qui est bon. Sinon les quarts de finale, la Suisse est qualifiée, il y a pas de problème, mais ton quart de finale, tu vas pas le passer si t'as pas un Hischier qui va répondre aux attentes. Du coup, la question, c'est comment faire pour que Nico Hischier soit mis en valeur, parce qu'il est qualité, il les a, mais il faut quelqu'un pour l'aider. Il n'y a pas un nom qui nous vient à l'idée, là, avec l'arrivée de Niederreiter pour ce match de mardi contre les Tchèques? Ah, tu pensais à lui? Alors, moi, je pensais que tu allais mettre Bertadja. Bon, ok. Non, mais c'est vrai que Niederreiter, on l'a vu avec Carolina, quand il a changé de scénario, on en avait discuté avec Sébastien Aho. Alors, je mets pas Nico Hischier au même niveau que Sébastien Aho en termes de production offensive, sans doute. Mais on a des joueurs NHL, et on sait qu'en général, à haute vitesse, ça va aller bien. Avec Fiala à côté, qui a beaucoup de vitesse, mais qui a de l'énergie, il a été moins chahuté que Hischier lors de ces matchs. Alors, la Suède, c'était compliqué aussi pour lui, mais contre les Russes, je trouve qu'il a réussi à être là. Complètement. Et Niederreiter, par sa
force, par la façon dont il est construit, dont il s'est construit, il rend n'importe quelle ligne meilleure. Mais si en plus tu lui adjoins des joueurs qui sont déjà très bons comme ces deux-là, bah t'as un peu une Paradise Tour qui pourrait vraiment faire mal. Bien sûr. Et puis aussi t'as un powerplay après, on pourra peut-être en revenir, mais toi tu te demandais, parce qu'il y a aussi Sven Andrighetto qui a fait un bon match. Andrighetto, il fait un super week-end. Je l'ai trouvé, il a fait vraiment 2 pas en avant, je trouve, sur ses matchs contre les Suédois et sur les Russes. Il a pas été, il a pas marqué, il a ça fait une passe décisive, mais je veux dire. Il marque contre les Suédois. Ah oui, il marque contre les Suédois, pardon. Mais au-delà de ça, je trouve, au-delà de la production comptable, c'est au niveau de la vitesse qu'il est capable de générer sur chacune de ses présences. Mais il y a juste une petite scène, je sais pas si vous l'avez vu, vous, devant votre télé. Il y a un moment, un powerplay où il fait une passe pourrie dans le dos, qui sort de la zone. Et là, il y a 4 des 5 joueurs du deuxième powerplay qui sont déjà sur la glace. C'est le dernier membre du premier powerplay. Il fait son espèce de passe dans le dos qui sort. Diaz, sauf erreur, essaie de la récupérer. Et là, la logique voudrait que Moser, qui a déjà quasiment un patin et demi sur la glace, rentre et Andrighetto sorte. Non, Andrighetto, il tourne, il va rechercher dans la zone et c'est lui qui revient avec le puck en zone offensive. Et il est resté 1,40 ou 1,35 du powerplay sur la glace. Moi, si je suis Simon Moser, à la fin, je dis, oh, mon gaillard, t'es gentil, tu me laisses aussi aller en powerplay, hein, la prochaine fois. Mais, et en même temps, c'est négatif, et en même temps, ça montre, bah, voilà, il se satisfait pas de ce qui est en train de se passer là, il a envie de progresser. Moi, je le vois plutôt négativement, hein, qu'on soit clair. Ah, je le vois négativement aussi. Je le vois négativement. Mais, je me dis qu'il avait envie de prouver quelque chose sur ces matchs. Et on peut pas en vouloir à un joueur de vouloir performer. Maintenant, ouais, petite tape sur les doigts pendant la prochaine fois, tu laisses aller Mozart parce que il sait aussi faire le powerplay. Ce qui m'ennuie finalement dans toute cette histoire, c'est que contre les Suédois, pardon, c'est lui qui a le plus haut temps de shift. 54 secondes. Ça fait quand même, alors, il y a peut-être cette histoire du powerplay qui va pas t'améliorer tes stats. Non, ça fait monter d'1 ou 2 secondes déjà. J'ai regardé les autres, par exemple, si on prend un Alexander Wenberg, il avait 32 secondes de shift en général et Nylander 31. Donc, shift court, tu tournes, t'as tout le temps les jambes fraîches. Ça change un petit peu et contre les Russes, malheureusement, c'est un peu une systématique. Andrighetto est à 47 secondes. Bah là aussi, si on prend un Rod, il fait 32 secondes. Même Gaëtan Haas fait 40 secondes. Berchi 35, Chervet 45. Voilà, ça vient casser ma théorie. Non, pas du tout. Et Praplan 37, mais plus tu changes vite, plus tu peux amener quelque chose offensivement, à mon avis. Ouais, exactement. Mais après, ça n'enlève rien en fait que tu parlais de capacité à jouer à haute vitesse, et c'est vraiment ça moi je trouve qui est le plus impressionnant chez Sven Andrighetto. C'est que il a une rapidité d'exécution que d'autres joueurs qui n'ont pas ce passé NHL n'ont pas en fait. Et mine de rien, dans les matchs où ça va gentiment se resserrer, j'espère contre les Tchèques ou le futur quart de finale, c'est ce genre de joueurs qui peuvent te débloquer des situations. Et si ça vient à être la Finlande en face, on rappelle une Finlande qui a pas de joueur NHL, hein. C'est intéressant à voir à part ça. Et moi, je me réjouis de voir la Finlande jouer. J'espère vraiment que la Suisse joue la Finlande. Parce que c'est ce qui est en train de se passer avec cette équipe qui n'a pas de joueurs. Ils en ont 2 qui ont fait une trentaine de matchs, mais qui étaient des facteurs, inexistants dans leurs équipes respectives. Ben, ça peut être, ouais, ça peut déconstruire pas mal de théories, en fait, sur la NHL. C'est une équipe remplie de joueurs européens vient à aller loin dans ce tournoi. Ça va être, ça pourrait changer deux, trois perceptions, à mon avis. Bon, c'est les joueurs européens, mais quand on voit Capo Caco, enfin, c'est fort, hein. Ouais, surévalué, ton gaillard. Non, je rigole. Mais bien sûr que c'est un vrai bon joueur, mais il a 18 ans, le gamin, donc oui. Mais il est impressionnant. Mais malgré tout ça pour dire que cette capacité à jouer à haute vitesse doit pouvoir faire la différence, justement, si t'as 7-8 joueurs de national dans ton équipe, contre une équipe qui n'en a pas, ça pourrait peut-être justement être ce genre de joueurs qui vont te débloquer la situation. Du moins, c'est ce qu'espérerait la Suisse contre une Finlande en quart de finale. Et puis, on parlait d'Andrighetto dans le jeu. Et puis, il y a quand même une situation où là, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses, c'est le powerplay, parce qu'on l'a vu contre les Russes, c'était... La merde! Voilà ce que je pense du powerplay. Ah, c'est... Voilà, next. Ice baby, on passe à la suite. Non, le powerplay, c'est une catastrophe. Ça, c'est depuis le début du tournoi, ça va pas du tout. Mais, par contre,
c'est quoi 13% la statistique de powerplay, ou même encore un poil en dessous peut-être maintenant. Même encore un poil en dessous. Quand j'ai arrêté, il y avait 4 powerplay pour la Suisse, c'était après 2 tiers, on était à 13,78, un truc comme ça, donc mais par contre, pour moi, dans la comment dire, dans le temps de présence et le temps où le powerplay est en place et les passes, c'était quand même mieux contre les Russes. Et pourtant, la défensive russe, c'est quand même pas des rigolos. Par rapport à ce qu'on avait vu avant avec les Autrichiens et les Norvégiens, le powerplay était quand même pas bon. On avait parlé de cache-misère, les 2 buts sauf erreur contre la Norvège, quand ils mettent les 4-0, 3-0 et 4-0 à la 56 à 58e minute. Je pense que c'est exactement ça. C'est une misère depuis le début du tournoi ce powerplay, mais il y a du mieux, et moi je suis assez optimiste pour la suite en fait. Parce que Marc-André Berset, lors d'un épisode précédent, nous disait, oui, mais rappelez-vous, à Copenhague, c'était 33%, c'était une des forces. 11 sur 33, quoi. Et là, il faudrait vraiment, impérativement aussi, je pense, en gros, la Suisse peut pas espérer battre une des top nations si elle a pas un powerplay qui est capable au moins de marquer un but. Complètement, mais au moins, on a déjà le chantier du box-play qui tient bien la route. Oui. Ils en prennent certes un contre les Russes, mais bon, quand t'as Goussev et Kucherov qui s'amusent à faire des 1-2 à travers la zone, ouais, tu dis juste bravo, en fait. Tu peux pas commencer à pointer du doigt l'erreur défensive de machin. Non, là, mais il faut juste se dire, bon, ma foi, c'est quasi 2 des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur NHL, le meilleur joueur NHL qui se sont trouvés les yeux fermés, comme ça arrive, c'est un éclair de génie, c'est magnifique, et puis tu dis juste bravo. Mais sur les 2 autres box-play qui sont eu à gérer contre les Russes, ça s'est bien passé avec un excellent Giannoni derrière. Donc un des 2 chantiers tient la route. Mm-hmm. Maintenant, il y a un petit détail intéressant, c'est que Moser joue et le box-play et le power-play. On sait que Patrick Fischer aime pas trop, et Albelin, bref, le staff aime pas mettre des joueurs sur les deux situations spéciales. C'est en train d'arriver. Est-ce que c'est juste momentanément, en attendant de mettre Niederreiter à la place de Moser dans le powerplay, mais il le mettait pour plus avoir Kourachev parce que ils en sont arrivés à la conclusion que ça n'allait plus avec Kourachev. Donc en attendant, Simon, tu fais les 2. Puis dès mardi, ça va être intéressant de voir l'intégration de Niederreiter justement aussi en powerplay. Exactement, à l'entraînement, je me réjouis de voir, mais la présence, ce qu'on dit, c'était Yossi disait la présence devant le gardien, quoi. Ouais. C'est un buffle. On se rappelle à Copenhague avec lui, il jouait beaucoup avec Enzo Corvi, et il était tellement fort dans les espaces tout près du but, quoi. Et tu le bouges pas. Et ça, j'ai l'impression, c'était aussi le parti pris de Fischer, après avec les joueurs qu'il avait à disposition, hein, de partir sur une équipe avec de la vitesse. On privilégie un Marchini, on privilégie peut-être un Kourachev en disant il est jeune, il va assez vite, il est intelligent, très très bien. Mais là, quand tu peux injecter Niederreiter, je pense qu'il injecterait volontiers aussi Timo Meyer, qui sont des joueurs tellement costauds. En fait, c'est là qu'on voit la différence aussi, c'est que pour moi Moser c'est un Niederreiter light. Il a un peu les traits de Niederreiter, mais il va tout faire un petit peu moins bien. Bien sûr. Et forcément tu rajoutes ça, normalement l'équipe de Suisse, ce qui est sûr c'est qu'elle est meilleure avec Niederreiter. Bon, alors après cette prise de position engagée de Jean-Frédéric Dobetta sur le fait que la Suisse est meilleure avec Nino Niederreiter, non, on rigole. Petite thématique intéressante, moi je trouve, autour de cette équipe de Suisse, finalement, c'est le jeu et la polyvalence d'André Sambul, parce que on s'est quand même posé la question au moment où l'équipe, la toute première sélection tombe, c'est sans Ambul, mais il va nous rejoindre dans une semaine. Et il y a eu pas mal de critiques ou de questions autour de ce joueur qui finalement fait pas un bon championnat avec Davos. En même temps, il était dans un cirque là-haut, pas facile de sortir son état de sortir de ça. Et là, il est juste excellent. Maintenant, à partir du match contre les Russes, il est passé au centre d'une ligne à la place de Kourachev. Donc ça, c'est quand même pas inintéressant d'avoir un joueur comme ça qui peut jouer les 2 positions et qui le fait bien. Ça pose 2 questions. Ça pose la question Kourachev et ça pose la question de est-ce que tu continues à engager André Sambul au centre à la suite, pour la suite de ce tournoi. La question, en fait, ce qui est drôle, c'est que tu remplaces ton joueur le plus jeune par ton joueur le plus âgé, finalement, et que l'expérience contre les Russes et les Suédois, elle était. On parlait du step pour Nico Hischier aussi, et pour Kourachev, il a un pédigré quand même un tout petit peu moins élevé que celui d'Hischier. Il est très très bon, il nous a épaté. Ouais, Yanis nous épatait avant qu'il se blesse. Kourachev nous épate.
Là, je pense que voilà, il fait 2 minutes 54, comme ça, il fait en premier tiers, il se fait bencher. On s'attendait pas à ce que Kourachev marque 3 buts contre les Russes. On est bien d'accord. Mais là, il a peut-être aussi vu le très très haut niveau. Et il y a pas de mal. Enfin, ça lui fait aussi de l'expérience. C'est pas grave, il se souviendra de ça. Et s'il est intelligent, et visiblement il l'est, oui. Il va se souvenir des erreurs il a fait là et ne pas les répéter la prochaine fois. C'est une péripétie, mais est-ce que c'est véritablement négatif puis de se dire on a grillé une place parce qu'on a mis Kourachev puis qu'il était pas extraordinaire contre les Russes? Non. Non, la question à se poser, c'est on a qui au centre. Hein. J'ai parlé avec Gaëtan Haas lors du Media Day vendredi, le jour où on a fait Grégory Hoffman pour Colfax. Sa réponse, elle est très forte sur pourquoi il vient jouer en équipe de Suisse et qu'est-ce qu'il a décidé. Il dit, mais au bout d'un moment, moi, je vois les centres à disposition et je me dis, il y a pas grand monde. Non, il a pas dit, il y a pas grand monde. C'est péjoratif pour ceux qui sont là ou pour ceux qui auraient pu y être mais qui n'y sont pas. Je pense à Saint-Hilaire. Enfin, c'est un peu sévère de dire que, mais il le dit. Il dit quand même, il manque un peu de monde au centre. Donc, je me suis senti pas obligé de venir, mais j'ai pas pu dire non à la convocation de Patrick Fischer, même si j'aurais bien aimé après ma blessure. En fin de saison et en vue de l'éventuel départ en Amérique du Nord, avoir un peu de temps pour préparer, mais non, j'ai pas pu dire non à Patrick Fischer pour cette raison. La position de centre était faible et ça, on l'a dit au tout début. À la première sélection, on a dit, il va manquer un centre quand même dans cette équipe, hein. Et là, on y est en plein. On a Ambul qui doit dépanner. On a Berchi qui fait un super job, là. Berchi, il est surprenant, hein. Franchement, il était un poil dans le dur contre les Russes, surtout en deuxième partie de match. Je l'ai trouvé vraiment dedans. Mais à part ça, pour dire que c'est pas sa position, enfin, franchement, c'est assez exemplaire ce qui fait Berchi. Mais à ce niveau-là, tu deviens un peu léger. Et Kourachev, rappelle-toi, contre la Norvège, à un moment, il se prend une grosse charge à la bande où je te dis directement, je dis, oula, il s'est pas protégé, mais il apprend. Il est en phase d'apprentissage. Ça va plus vite qu'à Québec. Ça va plus vite que tout ce qu'il a connu dans sa carrière jusqu'à présent. Mais ça va tellement lui apporter pour l'avenir. Maintenant, je pense qu'effectivement, Kourachev, on risque un petit peu de moins le voir, voire de le voir en tribune pour la suite, hein, parce que. Ça, c'est lui que tu sortirais si tu dois intégrer Niederreiter. Oui, parce que l'idée avant ce match contre les Russes, ça aurait peut-être été de te dire, ok, on sort Rod, c'est notre 13e attaquant, tu vas en tribune. Mais mine de rien, là, il lui donne 9 minutes contre les Russes à Rod. Et c'est un des joueurs capables d'amener un peu d'impact, c'est un des joueurs qui peut jouer du box-play. Et finalement, si ton 13e attaquant, c'est un spécialiste de box-play, c'est pas catastrophique, hein. Ça peut être un spécialiste de power-play. Comme je disais, tu peux mettre Martigny en 13 et tu intègres Rod dans une ligne, c'est aussi possible. Mais oui, moi, je pense que tu sors Kourachev pour la suite du tournoi. Puis dernière petite thématique sur laquelle on avait envie de revenir, après ces deux défaites, c'est le poste de gardien. Donc Berra a pas pris un but sur ses deux premières sorties, Gillian avait pris un sur chacune de ses deux premières sorties. Pas de souci, Berra fait un match correct et moyen bon, je dirais, contre les Suédois. Il a pas de but sur la conscience à mon avis, mais il a rien fait pour aider la Suisse pour gagner en fait. C'est ça. Et Giannoni contre les Russes, je pense qu'il a fait un poil un meilleur match que Berra si on devait comparer. Même si c'est difficile de comparer deux matchs, mais je pense que Giannoni a un poil meilleur. Du coup, est-ce que ça nous en dit un peu plus sur la suite du tournoi pour toi? Moi, je suis parti du principe quand même que c'est Giannoni qui est le numéro 1. Et on l'a dit d'ailleurs dans le dernier épisode. Et je vois pas trop ce qui pourrait contrecarrer cette idée. C'est que franchement, mais les deux certains me disaient Berra, il y a des goals peut-être évitables. De mémoire, j'ai pas un truc en tout cas, ça me saute pas aux yeux. Et puis, Giannoni était ordinaire contre les Russes. J'ai aussi entendu ça ou lu ça. Moi, il y a juste un arrêt qu'il fait sur un tir qui est dévié. Il part sur la droite, il se reprend sur la gauche et il bloque de la mitaine sur sa gauche. Ça, c'est pas ordinaire. Non. Cet arrêt-là, il est extraordinaire. Tu parlais avant du jeu de Gouzev et Kucherov sur le 2-0. Ah bon courage, hein. Ouais, alors le déplacement latéral, effectivement, il était peut-être pas optimal, mais ça vient tellement vite. C'est joué, en fait, de manière parfaite. Et on sait qu'en gros, ok, si ton jeu est parfait, le gardien, il a aucune chance. Ouais, c'est un figurant. Là, c'est un figurant. Giannoni, il fait des mouvements dans sa cage pour faire genre, mais t'as aucune chance. Le tir, il part vite. La double passe est rapide. Il a pas le temps de se replacer, le puck est déjà de l'autre côté. Et il revient de l'autre côté. Ouais, non, mais oublie. Et puis le 3-0, Anisimov qui fait une
petite passe levée. Au-dessus de la canne de Leffel, c'est magnifique. Et voilà, et Kucherov qui devance juste ou qui se met juste derrière Genadzi pour toucher le puck. But magnifique de hockey sur glace. Pour moi là, il y a rien à dire. Et par contre, Giannoni, je me rappelle, je note les arrêts sur ma feuille au fur et à mesure. Le nombre de fois où j'ai écrit Giannoni avec un petit drapeau pour dire à quel point il était bon. Non, je trouve que effectivement, quand tu marques 0 but en plus contre les Russes, tu peux pas commencer et que t'en prends que 3 entre guillemets face à cette équipe, tu peux pas commencer à gueuler sur ton garde. On fera un petit tuto des drapeaux, comment on fait les petits drapeaux pendant les matchs sur des feuilles. Ça sera sur notre chaîne YouTube parce que maintenant on est disponible sur YouTube aussi si ça vous intéresse. Non, il y aura pas le tuto, hein. Désolé, du faux espoir. Par contre, vous pouvez toujours vous pouvez désormais nous retrouver sur YouTube avec les épisodes qui sont aussi disponibles à cet endroit-là si ça vous facilite l'écoute. Certains nous ont dit, des gens qu'on a même croisés à Bratislava qui nous disent que c'est très bien qu'on y soit. Donc bon, on va continuer à les mettre. Mais vous pouvez continuer à nous écouter ailleurs, sur SoundCloud, sur iTunes, etc. un peu partout. Et vous pouvez surtout nous poser toutes vos questions via le hashtag AskColdFacts sur Twitter, Instagram, en message privé. On est assez réactif quand même, hein. Puis d'ici là, préparez-vous bien pour ce match contre les Tchèques. Nous, on se retrouvera dans la foulée, normalement depuis que JTC, vu que la Suisse risque d'y jouer son quart de finale dès mercredi si tout se passe bien pour le prochain épisode. Salut! À bientôt.